Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un sans-abri sauve un millionnaire d'un piège. N'entrez pas, votre femme a mis une bombe. Dans les rues animées de New York, au cœur de l'hiver glacial, Caleb Jenkins marchait à petits pas, les épaules rentrées, protégé seulement par un vieux manteau militaire élimé, troué au coude, et un bonnet de laine trop grand qui couvrait presque ses yeux. Le vent s'engouffrait entre les gratte-ciel comme une lame de rasoir, faisant claquer les enseignes métalliques et soulevant des tourbillons de papier gras. Mais Caleb n'y prêtait plus attention. Il avait appris à ignorer le froid, la faim, et surtout l'indifférence. À 56 ans, Caleb connaissait cette ville comme sa poche. Il connaissait les recoins où dormir sans être chassé, les bouches d'aération qui soufflaient un peu de chaleur, les employés de boulangerie compatissants qui lui glissaient un croissant avant de refermer la grille. Il connaissait aussi les regards qui glissent sans s'arrêter, les visages crispés qui changent de trottoir, les silences gênés. Caleb était devenu un fantôme vivant, errant dans un monde qui ne voulait plus le voir. Pourtant, il n'avait pas toujours vécu comme ça. Autrefois, il avait un métier. Électricien de métier, il travaillait sur les chantiers de rénovation d'immeubles anciens à Brooklyn et Harlem. Il adorait la précision des circuits, le défi des installations complexes. Mais un jour, une chute d'un échafaudage lui avait brisé la jambe et endommagé la colonne vertébrale. Immobilisé pendant des mois, il avait perdu son emploi, ses revenus, puis sa maison. Sa femme, lasse de cette descente aux enfers, avait fini par le quitter. Depuis, il survivait. Il ne vivait plus vraiment. Mais malgré l'amertume qui l'habitait, Caleb n'avait pas sombré dans la folie. Au contraire, il s'était endurci, affûté. Les années dans la rue avaient aiguisé ses sens. Il remarquait ce que d'autres ignoraient. Il observait les gens, les mouvements, les habitudes. Il lisait les visages comme on lit une carte. Ce jour-là, blotti derrière les grilles d'un petit square désert, il observait à distance une imposante villa de Westchester, aux lignes modernes, tout en verre et acier, qui jurait avec les bâtiments plus classiques du quartier. Cette maison appartenait à Nathaniel Blake, un homme d'affaires milliardaire, fondateur de la société technologique Blake Dynamics, spécialisée dans les systèmes d'intelligence artificielle et de sécurité informatique. Nathaniel était l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la côte Est. Il passait rarement à la télévision, refusait la plupart des interviews, et fuyait les mondanités. Discret, méthodique, élégant. Mais Caleb en savait un peu plus que la presse. Depuis quelques jours, il s'était installé à proximité de la maison, attiré par les va-et-vient inhabituels, les cris étouffés qui filtraient à travers les murs, les visages tendus du personnel. Il avait vu une femme élégante, brune, aux yeux de glace, entrer et sortir en claquant la portière de sa berline de luxe. Il avait entendu des disputes, des éclats de voix, des menaces voilées. Et puis, la nuit précédente, tout avait basculé. À 3 heures du matin, le quartier chic de Westchester était plongé dans un silence pesant, à peine troublé par le souffle régulier du vent contre les façades vitrées et les grincements métalliques des lampadaires. Un froid mordant s'infiltrait jusque dans les os, mais Caleb Jenkins, blotti contre une bouche d'aération à l'arrière de la demeure de Nathaniel Blake, tentait de trouver un semblant de chaleur. Il s'était enveloppé dans un plaid déchiré récupéré dans une benne 2 jours plus tôt. Ses mains calleuses tenaient un gobelet de café vide, qu'il remplissait parfois de neige pour s'humidifier les lèvres. À moitié somnole, il sursauta en entendant des voix étouffées, portées par le conduit d'aération. Son corps fatigué se tendit. Il tendit l'oreille. « Tu ne partiras pas, Nathaniel. » La voix d'une femme. Grave. Tranchante comme une lame. « Tu ne m'enlèveras rien. Tu ne me laisseras pas comme une vulgaire épouse oubliée. Tu ne vois pas que j'ai toujours tout fait pour toi ? » Puis, après une seconde d'un silence glacial. « Je vais te montrer que personne ne s'en sortira vivant. » Ces mots, glaçants, résonnèrent dans l'esprit de Caleb comme un coup de tonnerre. Il savait reconnaître la rage profonde dans une voix. Pas celle des disputes ordinaires. Mais celle, rare et inquiétante, qu'il avait déjà entendue chez des hommes sur le point de tout briser, ou de tout brûler. Il se figea. Puis il entendit un autre son, plus discret cette fois.
Un cliquetis métallique. Comme un objet qu'on posait avec soin, ou qu'on enclenchait. Puis le craquement d'un talon sur le bois, une porte qui se referma, des pas qui s'éloignaient. Le silence retomba, mais Caleb sentait que quelque chose de grave venait de se passer. Son instinct, affûté par des années de survie, se mit en alerte. Il se redressa doucement, grimaçant à cause de ses articulations douloureuses, et longea le mur arrière de la maison. Il connaissait les angles morts, les zones d'ombre. Il n'était pas un cambrioleur, mais il savait se fondre dans le décor. Il arriva près de la terrasse en bois, contourna les escaliers, puis aperçut quelque chose d'étrange, incongru, une jardinière renversée, légèrement déplacée par rapport à la veille. Derrière elle, à peine visible dans l'ombre, se trouvait un petit boîtier noir. Caleb s'approcha, accroupi. Il connaissait l'électronique. Même dans sa vie d'avant, il avait travaillé sur des systèmes de sécurité basiques, des panneaux de contrôle, des alimentations haute tension. Ce qu'il voyait là, n'était ni un minuteur de jardin, ni un système de chauffage extérieur. Le boîtier était compact, noir mat, légèrement bombé, avec 4 câbles fins, 2 rouges, un bleu, un jaune. Aucun logo. Aucune inscription. Il semblait installé récemment, à la va-vite mais avec précision. Et surtout, il était posé juste contre le cadre de la porte d'entrée, comme s'il devait réagir à une ouverture. Caleb sentit son cœur s'accélérer. Il ne pouvait pas dire avec certitude de quoi il s'agissait, mais il savait que ce n'était pas normal. Pas à cet endroit. Pas à cette heure. Pas dans le contexte de la menace qu'il venait d'entendre. Il recula lentement, son souffle formant de petites volutes blanches dans l'air glacé. Il s'assit contre le mur, les genoux tremblants, les pensées en désordre. Il aurait dû partir. Fermer les yeux. Faire comme tous les autres, ignorer, survivre, oublier. Mais il n'y arrivait pas. Quelque chose, plus fort que lui, l'obligeait à rester. Un homme allait mourir. Il en était convaincu. Et ce n'était pas n'importe qui. Nathaniel Blake. Un titan de l'industrie. Un homme que personne ne pourrait imaginer victime d'un piège posé dans sa propre maison, par celle qui partageait son lit. Sauf lui. Le ciel était encore teinté d'un bleu sombre, strié de quelques nuages figés dans le silence glacé du petit matin. La ville s'éveillait à peine. Seuls les lampadaires projetaient encore leur lumière dorée sur les trottoirs mouillés. Devant la villa ultramoderne de Nathaniel Blake, une Bentley noire s'immobilisa en douceur. Le moteur s'arrêta dans un murmure. Un chauffeur en costume sobre descendit en silence, alla ouvrir la porte arrière, et Nathaniel en sortit, vêtu d'un élégant manteau gris anthracite. L'homme avait l'allure assurée de ceux qui ont conquis le monde. Son regard était déterminé, bien que marqué par la fatigue des nuits trop courtes et des pensées trop lourdes. Il monta les 3 marches de marbre qui menaient à la porte d'entrée, sans se douter qu'il marchait vers la mort. À quelques mètres de là, Caleb Jenkins, embusqué derrière un banc public et une haie de cyprès, sentit son cœur s'emballer. Ses mains tremblaient, sa gorge était sèche. Il ne pouvait plus hésiter. S'il restait là, silencieux, Nathaniel allait entrer, et il serait pulvérisé. D'un bond maladroit, Caleb jaillit de sa cachette et s'élança au milieu de la chaussée, les bras levés. « Monsieur Blake. N'entrez pas. S'il vous plaît. Arrêtez-vous. Il y a une bombe. Une bombe, monsieur. Votre femme a posé un engin explosif. » Les gardes du corps, surpris, réagirent aussitôt. 2 hommes massifs en costume sombre dégainèrent des pistolets dissimulés sous leurs vestes. Ils coururent vers Caleb, le plaquant violemment contre la grille du jardin. « Recule. Dégage de là, clochard. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Tu veux te faire tirer dessus ?» L'un d'eux le saisit par le col, le secouant comme un chiffon sale. Caleb se débattait faiblement, incapable d'opposer la moindre force. « Je vous en supplie. Ne le laissez pas entrer. Je ne suis pas fou. J'ai vu le dispositif cette nuit. Il y a une bombe derrière la jardinière. » À cet instant, Nathaniel Blake, qui s'était arrêté net en haut des marches, se tourna lentement. Son visage, d'abord tendu par l'agacement, se transforma en un masque d'interrogation. Il fit un geste calme de la main.
Lâchez-le. Les gardes hésitèrent, surpris. Ils obéirent. Caleb tomba à genoux, respirant difficilement, mais les yeux plantés dans ceux de Nathaniel. Écoutez-moi, dit-il, haletant. Je sais que ça semble fou. Mais je vous jure devant Dieu que je dis la vérité. Cette nuit, vers 3 heures du matin, j'ai entendu votre femme vous menacer. Elle a crié qu'elle vous ferait payer. Et ensuite, j'ai vu un boîtier. Noir. Collé derrière la jardinière de l'entrée. Avec des fils rouges. Ce n'était pas un jouet. Je connais les circuits. J'ai été électricien pendant 20 ans. Le milliardaire le fixait, impassible. Il avait le regard d'un homme habitué à évaluer les risques en quelques secondes. Vous avez bu? Ou vous êtes juste dérangé? Non, monsieur. Je n'ai rien bu. Et je ne suis pas fou. Regardez par vous-même. Vous n'avez rien à perdre. Mais si vous entrez, vous ne sortirez pas vivant. Il y eut un moment de silence absolu. Même les gardes, méfiants, semblaient incertains. Nathaniel fronça les sourcils. Malgré son instinct d'homme rationnel, quelque chose dans le regard de Caleb le troubla. Il avait vu tant de menteurs dans sa vie. Mais cet homme, il n'avait rien à gagner. Il semblait sincère. Hanté. Puis, il pensa à Victoria. À leur dispute la veille. À son regard glacial. À cette colère rentrée, ces mots lourds qu'elle avait prononcés. Il sentit une sueur froide couler dans son dos. Appelez les autorités, dit-il à l'un de ses hommes. Et faites venir une équipe de déminage immédiatement. Personne ne touche à la maison tant qu'on n'a pas vérifié. Monsieur? Vous êtes sûr? Faites-le. Maintenant. Le garde s'éloigna précipitamment pour passer les appels, tandis que l'autre restait près de Nathaniel, qui fixait toujours Caleb. Et vous? Dit-il enfin, d'une voix plus basse. Quel est votre nom? Caleb. Caleb Jenkins. Eh bien, monsieur Jenkins, si vous dites vrai, vous venez peut-être de me sauver la vie. En moins de 10 minutes, le quartier de Westchester se transforma en zone d'opération. Les gyrophares bleus et rouges illuminèrent les façades chics et silencieuses, brisant le calme du petit matin. Des véhicules de police se garèrent en épi devant la villa, suivis d'un fourgon noir siglé NIP d'unité explosif. Une douzaine d'agents en uniforme encerclèrent immédiatement la maison, instaurant un périmètre de sécurité. Caleb, toujours assis sur le trottoir, enveloppé d'une couverture que l'un des policiers compatissants lui avait apportée, observait la scène avec une intensité muette. À quelques pas de lui, Nathaniel Blake, impassible en apparence, avait les bras croisés sur sa poitrine. Mais ses yeux trahissaient une tension intérieure extrême. Les démineurs, vêtus de combinaisons épaisses et de casques blindés, s'approchèrent prudemment de la porte d'entrée. L'un d'eux s'agenouilla, sortant une lampe torche à lumière froide, pendant que son coéquipier sécurisait les alentours. En quelques secondes, ils découvrirent le boîtier dissimulé exactement là où Caleb l'avait décrit, derrière la jardinière, à demi enfoui dans le gravier décoratif. C'est par info, grommela le chef d'équipe. C'est du sérieux. Ils appelèrent aussitôt un robot télécommandé, qui fut déployé avec précaution. L'engin s'approcha du dispositif, effectua un scan thermique, puis un balayage chimique. L'écran du technicien afficha en rouge, présence de ces 4 détectés. Les agents d'élite se consultèrent brièvement, puis procédèrent à une désactivation manuelle, préférant éviter une détonation contrôlée dans un quartier résidentiel. Les secondes semblèrent des heures. Tout le monde retenait son souffle. Puis, enfin, un des démineurs leva le poing en l'air et cria. Dispositif neutralisé. Sécurisé. Un soupir collectif s'échappa de toutes les bouches. Un policier se retourna vers Nathaniel, hochant lentement la tête. Vous avez eu de la chance, monsieur. De la sacrée chance. Nathaniel ne répondit pas. Il fixait la porte de sa maison comme si elle lui était soudain devenue étrangère. Il tourna lentement la tête vers Caleb, toujours là, épuisé, sale, tremblant, mais debout dans sa dignité. Il avait eu raison. Il l'avait sauvé. L'enquête fut lancée dans l'heure. Les techniciens saisirent le boîtier, prirent des empreintes, analysèrent les résidus.
Le soir même, le rapport préliminaire fut clair, la bombe avait été confectionnée avec expertise, avec des composants difficilement traçables mais disposés selon un schéma très précis. Un travail de professionnel. Et pourtant, le piège n'aurait pas pu être posé sans accès à la propriété. Les systèmes de sécurité interne n'avaient été désactivés que durant une très courte fenêtre, entre 2h58 et 3h12 du matin, exactement à l'heure où Caleb avait entendu l'altercation. La signature numérique utilisée pour désactiver les alarmes? La carte personnelle de Victoria Blake. Devant les preuves accablantes, Victoria fut localisée dans une suite d'hôtels de luxe à Boston. Elle fut arrêtée le lendemain matin à l'aube, sans résistance. Dans sa chambre, les enquêteurs retrouvèrent un second téléphone, avec une application de détonation à distance, prête à être utilisée. L'argent. Le divorce. La peur de tout perdre. Victoria avait découvert que Nathaniel avait engagé un cabinet juridique discret pour préparer leur séparation. Elle savait que le contrat prénuptial, jadis négligé, avait été réactivé, et qu'elle ne toucherait presque rien. Humiliée, furieuse, et refusant de perdre son statut, elle avait fait le choix de l'horreur, se débarrasser de son mari avant qu'il ne la quitte. Mais elle n'avait pas prévu qu'un homme sans nom, sans toit, sans voix, devienne son obstacle. Quelques jours plus tard, Caleb Jenkins se tenait debout dans le hall immense d'un gratte-ciel de verre et d'acier, siège de Blake Dynamics, au cœur de Manhattan. Il portait un costume neuf, offert par la société, mais il se tenait droit avec une nervosité sincère, les mains jointes, comme s'il craignait encore de salir les tapis luxueux avec ses semelles. Lorsqu'on l'invita à monter au dernier étage, il crut un instant rêver. L'ascenseur s'ouvrit sur un bureau spectaculaire, aux murs ornés d'œuvres d'art modernes, inondés de lumière naturelle. Derrière une immense baie vitrée, Central Park s'étendait comme un tableau vivant, vert et majestueux. Nathaniel Blake se leva de son fauteuil et vint à sa rencontre, le regard chaleureux, plus humain que jamais. « Caleb » dit-il avec gravité, en lui tendant la main. La poignée fut franche. Respectueuse. « Je vous ai fait venir ici parce que je voulais vous dire une chose face à face. » Il marqua une pause. « Vous m'avez sauvé la vie. Et je n'oublierai jamais ça. » Il inspira profondément. « Vous auriez pu détourner les yeux. Vous auriez pu avoir peur de parler. Mais vous avez eu le courage de vous interposer. Et moi, je vous ai cru, parce que, dans votre regard, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas vu depuis longtemps chez les gens de mon monde, une vérité nue. Une humanité brute. » Caleb, bouleversé, resta muet quelques secondes. Il avait toujours été invisible, méprisé, ignoré, et maintenant, on lui parlait avec respect. Sincèrement. Cela le désarmait plus que les insultes. Nathaniel poursuivit. J'ai décidé de créer un nouveau programme à travers la Fondation Blake. Un programme d'aide à la réinsertion des sans-abri, avec logement, emploi, soins et accompagnement psychologique. Et je veux que ce soit vous qui en soyez le premier coordinateur. Caleb ouvrit la bouche, surpris. Moi? Mais, je ne suis personne. Je n'ai plus rien depuis des années. J'ai vécu dans la rue. Je ne suis pas formé pour ce genre de poste. Nathaniel sourit, secouant doucement la tête. Justement. Vous êtes la personne la plus qualifiée pour comprendre ce que vivent ces gens. Vous avez survécu à ce que d'autres n'auraient même pas enduré une semaine. Vous avez l'expérience, la lucidité, et surtout, la compassion. Je ne veux pas d'un bureaucrate en costume. Je veux un homme réel. Un homme qui a traversé l'enfer. Une larme silencieuse glissa sur la joue de Caleb. Il détourna légèrement le regard, gêné, puis hocha lentement la tête. D'accord. J'accepte. Dans les semaines qui suivirent, Caleb Jenkins devint l'un des visages du nouveau programme Horizon, lancé par la Fondation. Il visita des foyers de sans-abri, prit la parole lors de conférences, et raconta son histoire, sans jamais enjoliver ni dramatiser. Juste la vérité, brute et nue. Il disait souvent. Je ne suis pas un héros. J'étais simplement au bon endroit, au mauvais moment, mais j'ai choisi de ne pas détourner les yeux. Et c'est ce choix qui a tout changé. Les médias, les associations, les étudiants, tous l'écoutaient avec respect.
Il inspira des centaines de personnes, et son nom devint un symbole discret mais puissant de résilience et de courage silencieux. Nathaniel Blake, de son côté, ne chercha jamais à récupérer la lumière pour lui-même. Il se contentait d'être là, dans l'ombre, en soutien, fidèle à sa promesse. Des mois plus tard, dans une émission télévisée dédiée aux héros invisibles, l'animatrice demanda à Caleb: si vous pouviez retourner dans le passé et changer quelque chose, voudriez-vous éviter la rue? L'errance? Caleb sourit doucement, les mains croisées sur ses genoux. Non. Sans la rue, je ne serais jamais devenu l'homme que je suis. Sans la rue, je n'aurais pas eu les yeux ouverts. Je n'aurais pas entendu cette voix. Je n'aurais pas sauvé une vie. Parfois, le chemin le plus dur vous mène à la plus grande vérité. Cette histoire nous rappelle que les héros ne portent pas toujours des capes, ni des badges, ni des titres. Parfois, ils dorment dehors. Parfois, ils ont faim. Parfois, personne ne leur dit bonjour. Mais ils sont là, et quand vient le moment, ils se lèvent. Parce que la dignité ne se mesure pas à la richesse, mais au courage d'agir. Quand tout semble perdu.